Bonsoir. Merci de votre présence. Nous inaugurons avec cette conférence donc, le week-end des Journées européennes de l'archéologie. Donc, nous aurons le plaisir d'écouter 3 conférences ici au Théâtre de Saint-Dizier, en complément de portes ouvertes du site des Crassés, donc le samedi et le dimanche, et également une exposition qui se tient au musée de Saint-Dizier, Trésor de fer, qui met en valeur un dépôt métallique et le romain. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Chauvin, donc, qui est archéologue à l'INRAP et qui va nous présenter les fouilles du parc logistique de l'Aube à Mousset. Donc, Sébastien Chauvin est archéologue à l'INRAP depuis 2014, spécialiste de la protohistoire, les périodes âge du bronze et âge du fer, et fouille entre autres ce site depuis maintenant 3 ans, donc, où d'importantes découvertes ont été faites, notamment et assez conséquentes, sur la période de l'âge du fer, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, je ne vais pas plus prendre la parole, nous allons pouvoir commencer. D'accord, merci. Donc bonjour. Donc, je vais vous présenter les résultats des campagnes de fouilles qui ont eu lieu en 2018, 2019 et 2020 sur le parc logistique de l'Aube. Donc, le parc logistique de l'Aube est un vaste projet de zone d'activité multimodale engagé par le conseil départemental de l'Aube, au carrefour des autoroutes A5 et A26, situé au sud de l'agglomération troyenne. Il forme un bloc trapézoïdal de 292 hectares, répartis sur 3 communes, Buchères, Saint-Léger-près-Troyes et Mousset. Donc, les diagnostics archéologiques ont débuté entre 2004 et 2006. 52 décapages pour des fouilles ont été réalisés depuis 2006 pour une surface totale de 55 hectares. Donc 7 décapages de D46 à D52 qui cumulent 14 hectares de fouilles ont été réalisés en 3 années. Les études sont en cours, il ne s'agit que des premiers résultats. Donc les décapages D46 à D51, donc D46, D49 et D51 sont sur la partie haute du PLA, approximativement à 130 mètres NGF. Le D50 donc, est proche du ruisseau de Savoie, qui coule ici, et le D52, dont il y a un paléovallon qui descend pour se jeter dans le ruisseau de Savoie. En moyenne, ces décapages sont à 120 mètres NGF. Donc, l'emprise de la fouille de Mousset et le parc logistique de l'Aube s'implantent dans un cadre topographique et géomorphologique particulier. Bordant la vaste plaine alluvienne de la Seine, le parc logistique de l'Aube prend place en partie sur une butte constituée des dépôts alluvieux grossiers de la Seine, mis en place il y a 200 000 ans, au cours de l'avant-dernière période glaciaire du Pléistocène, le Saalien. Des leux se sont accumulés sur le toit de la butte alluviale et constituent aujourd'hui l'encaissant des structures archéologiques mises au jour au cours de la fouille du site. Depuis, la Seine s'est encaissée dans ses propres alluvions, aboutissant à un relief de terrasse perchée dominant la vallée actuelle. Cette terrasse est elle-même disséquée à l'ouest par l'incisio d'un petit cours d'eau, l'affluent de la Seine, le ruisseau des Fontaines de Savoie. Donc en fait, les D46 à D51 se situent sur la partie haute, et D52 et D50 déjà sur la partie basse. La première phase de la campagne de fouille du site de Mousset, menée en 2018, a notamment permis de documenter ces dépôts de l'Eus qui se surimposent aux anciennes formations alluviales de la Seine. Ces observations géomorphologiques menées à l'aide de sondages profonds dans ces Eus ont notamment permis la mise au jour de pièces lithiques attribuées au paléolithique moyen. Donc en fait, il y a une correspondance. Donc ici, vous êtes à peu près à moins 72 000. Et donc les pièces lithiques proviennent d'ici. Donc ces pièces sont observables dans un horizon brun foncé au sein des Leus. Cet horizon brun constitue une relique d'une ancienne surface végétalisée, probablement par une végétation basse de type toundra, mise en place durant une période de légère amélioration climatique entre 55 000 et 30 000 ans.
Toutefois, ces pièces mises au jour à une profondeur de moins de 1 mètre sur la surface actuelle suggèrent une érosion intense du site depuis la fin de la dernière période froide, donc toutes les parties au-dessus. Donc, au total, 11 artefacts en silex ont été récoltés. Ils sont affectés par une patine blanche et profonde ou blanc-bleu vermiculé. Les bords et les arêtes ne sont pas altérés ni écrasés, ce qui signifie que les mouvements dépositionnels ont été limités. La présence d'une pointe pseudo-levallois, d'un éclat levallois à talons en chapeau de gendarme, d'un racloir et d'un biface triangulaire donne à cet ensemble un caractère moustérien affirmé. Donc ça, c'est le grattoir sur un éclat de gel, le fameux chapeau de gendarme et la pointe pseudo-levallois, et donc le biface. Alors, la préhistoire ancienne du département de l'Aube reste encore mal connue. À une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Moussé, le site paléolithique supérieur de Fontvannes a été fouillé en 1991 sur le tracé de l'autoroute A5, donc sur cette autoroute. Sur le décapage D52 en 2020, donc ici, un biface identique à celui de 2018 a été retrouvé dans un puits de la Tennessee. Donc, pour le Mésolithique, les fosses du Mésolithique sont reconnues en Champagne depuis 2007. Elles sont découplées des sites classiques à nappes mobilières et leurs remplissages sont très souvent stériles en matériel. La fonction reste incertaine, fosse de stockage, fosse de piégeage. Leur attribution chronologique n'est pour l'instant réalisée que sur des datations C14, corroborées avec les quelques pièces lithiques retrouvées dans les comblements. 15 fosses sont présentes sur 6 décapages, exclusivement sur les parties hautes, donc sur ces zones ici, et juste un petit peu sur le D50, en partie haute. Donc elles sont cylindriques et possèdent parfois un surcreusement circulaire avec parfois un négatif de pieux. Elles ont la particularité de posséder un remplissage blanchâtre issu d'une recarbonatation du comblement. Ce phénomène reste un bon moyen de leur attribuer une datation large, le mésolithique. De rares pièces lithiques ont été récoltées sur les paléosols ou dans des structures postérieures, signe que malgré une absence de nappe de mobilier bien en place, le mésolithique était présent sur le PLA. Donc en fait, c'est ici où vous avez parfois un négatif d'un pieu. Ici, on a juste le surcreusement circulaire. Donc ici, et donc ces traces blanchâtres de recarbonatation du comblement. Donc le néolithique est présent sur toutes les emprises. 2 secteurs d'habitat non contemporains ont été reconnus proches du ruisseau de Savoie. À l'est, donc sur le plateau, ce sont 80 fosses de chasse qui ont été documentées. Les datations C14 couvrent tout le néolithique. Donc sur le D52, proche du Paléo-Vallon, et donc ici le ruisseau de Savoie avec le D50. Donc plutôt un habitat du néolithique récent, et par contre ici, un habitat du néolithique ancien. Donc le néolithique ancien est représenté par le Blicky Villeneuve-Saint-Germain, culture qui se développe durant la fin du Rubanais, entre 5100 et 4800. Un probable bâtiment sur poteau, ici, devait se trouver entre 2 fosses d'extraction. Cette hypothèse est confortée par ce plan de bâtiment qui provient du décapage D40 situé à 300 mètres vers le nord-est, et en fait qui colle complètement dans l'intervalle entre les 2 fosses. Donc on a 8 mètres, et donc on pourrait bien avoir un second bâtiment Blicky Villeneuve-Saint-Germain sur le site, sur le PLA. Donc les fosses sont très arasées. Elles contenaient tout de même un mobilier abondant composé de céramique, éclats de silex, faune, un fragment de bracelet en schiste et de perles tubulaires en coquillage. Donc elles sont un peu profondes, elles étaient un peu sombres, on les distingue pas très bien, mais ce sont quand même des restes de fosses d'extraction. Donc le néolithique récent se trouve au plus proche du ruisseau de Savoie. La datation est en cours, mais on pourrait se trouver à la fin du néolithique récent final, période qui n'était pas encore représentée sur le PLA, soit entre 3600 et 2800.
Le mobilier céramique et la faune ont souffert de la présence de l'humidité du terrain, mais cette occupation a livré un abondant mobilier en silex. Tous les objets, donc c'est tous les petits points que vous voyez, ont été numérotés et pointés en 3 dimensions, avec les fosses en rouge. On n'a pas trouvé de bâtiment clair pour cette occupation. Donc on a du différent mobilier, des haches de différentes tailles, avec une ébauche au centre, une petite hache. Donc des lames et quelques pointes de flèches. Sans compter les centaines d'éclats de débitage, de façonnage et d'affûtage. Le silex a probablement été récolté en position secondaire dans les colluvions de pente présents à proximité du site, vers l'ouest, au Pays d'Hôte, qui est à moins de 50 km, c'est pas très loin. Donc les Schlitzgruben, les fosses de chasse sous profil en VY, fentes pièges, sont à présent identifiées du Mésolithique jusqu'à l'âge du fer. Des programmes de recherche, de colloques internationaux, des publications et de nombreux articles fournissent à présent une abondante littérature sur le sujet, avec des parallèles internationaux. En 2019, 949 fosses de chasse étaient recensées en Champagne-Ardenne. Ici, elles se répartissent sur les zones hautes du PLA, situées entre la vallée de la Seine et le ruisseau de Savoie. Elles se développent sur des lignes ou par du haut. Donc on voit bien des lignes, et donc sur cette zone-là, on voit des duos. Voilà, donc c'est des datations qui sont en cours, on ne les a pas toutes datées. On a daté surtout le mobilier, les traces de, bon, j'y reviendrai, de faune, enfin de bois de serre, ou des traces de charbon. Donc ce type de fosse est généralement, ces structures présentent au sol un contour oblong, ovale, plus rarement circulaire et subrectangulaire, et des profils transversaux et ou longitudinaux étroits. En profondeur, les mesures varient entre 0,30 m et 3,20 m. Donc ce type de fosse est généralement installé à distance des habitats, en bord de clairière et pour protéger les champs de culture. Quelques éléments de lames de faucilles en silex ont été retrouvés pendant le décapage ou contenus dans les remplissages supérieurs. Seuls des fragments de bois de serre ont été retrouvés sur nos phases. Et pas de gros animaux comme l'image. Mais c'est déjà arrivé en Champagne-Ardenne. Les quelques dates réalisées sur des charbons de bois couvrent tout le néolithique, de 4900 à 2600 avant notre ère. L'étude anthracologique des charbons de bois permettra de déterminer le couvert forestier pendant cette longue période. Donc vous voyez les profils en V, avec donc des petits horizons de charbon parfois. Donc on essaye de sortir des charbons du fond, du milieu, pour pouvoir donner des dates. Donc là, vous avez 2 duos, justement, un duo de fosses. Donc une fosse du néolithique ancien a retaillé une petite fosse de chasse. Ce phénomène est relativement rare. De plus, le mobilier, silex, faune, céramique était très abondant, ainsi que des fragments de colorants rouges en grande quantité. Aucun fragment n'a été trouvé sur les fosses d'habitat. Donc vous voyez ici la fosse qu'on a coupée, et sur le fond, il y a la petite fosse en Y qui se développe. Une seconde fosse de chasse marquée par un horizon argileux brun, mais plus sombre au centre, a livré une sépulture plurielle du début du néolithique récent, entre 3600 et 3300 avant notre ère. Vous voyez la tache, la première coupe avec la forme bien caractéristique d'une fosse de chasse, et déjà les squelettes. Aucun creusement spécifique n'a été perçu autour des défunts. Il semble plutôt que les populations aient utilisé la dépression encore visible de la fosse de chasse, partiellement comblée. En effet, les sujets inhumés ne débordent pas des limites de creusement de la fosse. Le dos d'un des défunts est calé sur le petit dénivelé entre l'ouverture de la fosse et le niveau de repos des défunts. Donc c'est celui-ci. Un immature de 1 à 4 ans fut le premier inhumé, puis viendront les 4 adultes, avec au moins 2 hommes. Le sexe des 2 autres individus n'a pas pu être déterminé. Un vase est le seul dépôt funéraire de cette tombe. Donc en Champagne-Ardenne, il s'agit de la 7e fosse contenant une sépulture, mais la première collective. Il s'agit de la 3e fosse dans le secteur de Buchères.
Ces sépultures sont la plupart datées de la fin du néolithique moyen et le néolithique récent, aux alentours de 3500 avant notre ère. Donc le secteur de Buchères, et la quatrième est à Bréviand, qui n'est pas très loin non plus. L'âge du bronze n'est que très peu représenté. 4 fosses de chasse sont datées du bronze ancien moyen, également installées sur le plateau du PLA. Les fosses sont différentes de celles du néolithique. Elles sont circulaires et possèdent un profil en cône, se terminant parfois par une tranchée étroite. 2 d'entre elles contenaient les restes de jeunes chevreuils. Donc la première, avec ce grand creusement et cette petite tranchée étroite, et donc sur le fond, un petit chevreuil. La seconde contenait les restes de 2 jeunes chevreuils. Ces animaux n'ont pas été récupérés, trop jeunes pour servir de repas. Donc le creusement et en fait un petit os ici qui apparaît, et donc les 2 chevreuils. Donc il ne s'agit pas d'un dépôt, mais bien de 2 animaux qui sont retrouvés coincés au fond de la fosse. Donc hormis les fosses pièges, aucune structure n'est attestée pour cette phase. 2 pointes de flèches se trouvaient dans le paléosol du D52, proche d'un paléovallon. J'y reviendrai un peu plus tard. Ces pointes de flèches à pédoncule et ailerons et caries peuvent tout aussi bien appartenir à la fin du néolithique final, vers 2500 avant notre ère, mais des exemplaires existent au début du bronze ancien, vers 2000 avant. Donc pédoncule, ce qui est au centre, et les petits ailerons. Des épingles, un probable rasoir et un couteau miniature proviennent également du paléosol du D52. Ces objets sont attribuables au bronze final, vers 1000 avant, et sont généralement retrouvés dans les sépultures. Ces objets n'ont pas été retrouvés ensemble, mais dispersés sur le paléosol. Et aucune céramique n'est contemporaine de ce mobilier, donc il n'y avait sans doute pas de crémation sur place. Mais c'est bien des objets perdus ou déposés, un côté votif probablement. Donc l'épingle, le poignard miniature et le petit couteau. Rasoir, pardon. Donc le premier âge du fer, H-stade CD1, est présent sur tous les décapages du PLA. C'est la période la plus dense. Donc vous voyez donc sur le plateau ici des zones de silos et plutôt près de l'eau, la zone d'habitat. Donc oui, un pôle d'habitat sur le D50 dans l'occupation du néolithique récent et un secteur funéraire à enclos a également été fouillé sur le D51 qui domine le PLA. Donc on dénombre une dizaine de petits silos du premier âge du fer sur le plateau. Aucun trou de poteau ou fosse n'est présent. Les silos sont de petites dimensions. Des rejets charbonneux de terre cuite ont été retrouvés dans les remplissages. Mais il semble que ce secteur soit toujours une zone de champ ou de clairière. Donc les niveaux de terre brûlée. Donc assez riche en graines dans les horizons charbonneux. Sur le D50, proche du ruisseau de Savoie, des fosses polylobées, des bâtiments sur trous de poteaux et des puits sont l'essentiel des vestiges. Aucun silo n'est présent sur le secteur. Les rejets en céramique, faune, meules, représentent beaucoup plus un habitat que le mobilier issu des silos de la zone de plateau. Donc des très grandes fosses d'extraction de limon. Donc celle-ci fait près de 4,50 m de long, avec des rebouchages successifs. Donc 40 puits sont attribués à cette phase. Peu de mobilier était contenu à l'intérieur des remplissages. Donc ce puits a livré les restes d'un pieu, on voit ici, et une vannerie. Il pourrait s'agir soit du couvercle effondré ou un panier. Donc l'étude est en cours et on n'a pas encore pu déterminer les restes de bois, les origines du bois. Donc sur le D51 qui domine le PLA, 3 enclos plus ou moins quadrangulaires ont été fouillés. Ils ne contenaient aucune tombe centrale. Donc les enclos, donc celui-ci plutôt en fer à cheval et le petit enclos carré. La fosse au centre est une fosse du Mésolithique. Et donc là vous voyez les enclos ici. Donc, mais une tombe dans les fossés de 2 enclos. Ce sont des adultes masculins inhumés sans mobilier.
Quelques fragments de céramique ont été retrouvés dans les remplissages des fossés. Une datation sera effectuée sur les ossements et les charbons de bois. Donc on voit le creusement ici du fossé. Donc ils ne sont pas sur le fond. Donc ici aussi, vous voyez qu'il est sur le bord du creusement du fossé. Donc la fin du premier âge du fer n'est pas du tout représentée. Sur le PLA, il faut attendre la période de l'Athènes ou deuxième âge du fer pour retrouver des vestiges. Comme pour la phase du premier âge du fer, des silos de l'Athènes ancienne sont présents sur la zone de plateau. Sur le D52, proche du Paléo-Vallon, un enclos, des puits, des bâtiments et un paléosol ont livré des vestiges de l'Athènes moyenne. Donc une tombe de guerrier au sud complète cette occupation. Ici. L'Athènes finale est représentée par un enclos funéraire associé à 2 puits, donc au centre. Donc l'enclos de l'Athènes moyenne ici, et sur la zone de plateau, les silos. Donc l'Athènes ancienne était essentiellement sur la zone de plateau. Il s'agit de silos de grande dimension, bien conservés, contenant rarement de mobilier. Donc des creusements tronconiques, avec là, des beaux remplissages en fait, des effondrements de parois. Donc 22 silos ont été retrouvés sur les 4 décapages du plateau, qui est un chiffre faible. Tout comme pour le premier âge du fer, ces structures de stockage sont probablement installées dans des champs et servent de réserve de semences pour l'année suivante. Donc voici une représentation d'un creusement d'un silo. 2 silos contenaient une inhumation, le premier dans un grand silo à 1 mètre de profondeur et le second dans un petit silo reposant sur le fond. Donc ici. Et donc le grand silo ici. Le premier individu féminin soigneusement inhumé a eu la tête prélevée après un temps de décomposition dans cet espace ouvert. Le second masculin a été déposé contre la paroi. Ces dépôts humains dans ces structures sont des composantes indissociables des rituels en vigueur et du traitement de certains défunts qui ont lieu du 5e au 3e avant. Donc l'occupation de l'Athènes moyenne se trouve sur le D52 au bord d'un paléo-vallon. L'horizon noir que vous voyez, donc ici, donc c'est une photo prise d'un drone avec l'enclos. Donc, et le paléosol d'où proviennent les pointes de flèches à pédoncules et ailerons et les objets de l'âge du bronze. L'enclos de 60 mètres sur 50 mètres est vierge de structures contemporaines. Donc en fait le paléo-vallon coule ici et il remonte vers le sud. Donc ce paléosol correspond à une berge en zone humide, en bord de zone humide. De couleur noire foncée, il a été laissé en place pendant le décapage. De la céramique, de la faune et des objets lithiques ont été ramassés lors de sa mise au jour. Puis à l'aide de passes successives avec une mini-pelle, il a été décapé et le mobilier a été prélevé. Donc ça c'est pendant le décapage avec tous les petits sacs que vous voyez. Donc on a essayé de le laisser en place. Et ça c'est pendant la deuxième phase où on l'a décapé intégralement par passes successives. Et voilà. Donc toutes les étoiles de couleur que vous voyez correspondent à un type de mobilier métallique, essentiellement en fer. C'est l'utilisation du détecteur à métaux qui a permis de trouver plus de 500 objets à 99% de l'Athènes moyenne. Donc les 1% restent les quelques objets de l'âge du bronze. Voilà. Donc outils à douille constitués d'ailettes abattues pouvant appartenir à de petites haches ou à des socs d'arrière. Un grand outil à douille, donc celui-ci, semble identifié comme un ciseau à bois et témoigne du travail de ce matériau. Donc une lame de force convertie en couteau, des tas, des marteaux, des javelines, des pointes de lance, des couteaux, des potins de la haute et moyenne scène au taureau et au lys, donc en haut, des potins à tête chauve au milieu, au milieu, voilà, oui. Et en bas, potin à la tête casquée de l'espace Sénon ou Rem, de l'Athènes C1, C2. Donc ciselés, alènes, aiguilles peuvent être mis aussi, également en lien avec un artisanat du cuir. Donc ce qui est assez intéressant avec ces monnaies, c'est qu'elles
Parce qu'il y a toujours la question de Troie, Tricas, donc Sénon, ou plutôt un peu Rem. Donc la mise au jour de monnaie quand même plutôt sénone indiquerait qu'on est plutôt dans un espace sénon et pas Rem. Donc des bracelets anodosité au décor plastique en fer, armilles en bronze, fragments de bracelets en bronze et une centaine de fibules associées à un très grand nombre de tiges de section ronde peut être rapproché d'une production de fibules. Les exemplaires finis retrouvés sur le site sont par ailleurs tous filiformes. Donc la fouille du fossé d'Enclos a livré essentiellement de la faune, bœuf, crâne de cheval. Les bâtiments d'habitat sur 4 et 6 poteaux, donc installés à l'extérieur de l'enclos, soit sous le paléosol, soit vraiment à l'extérieur du paléovallon. Et une dizaine de puits, dont un a livré les restes du cerclage et de son anse en fer. Donc c'était celui-ci qui s'est effondré pendant la coupe mécanique. Donc une tombe se situe au sud de cette occupation, malgré les tranchées complémentaires, donc la tombe est ici en bleu. Aucune sépulture n'a pu être retrouvée. Donc la tombe mesurait 2,30 m de long sur 1,30 m de large, orientée nord-est-sud-ouest et profonde de 0,70 m. Elle possédait un coffrage en bois et probablement un couvercle. Donc la tombe est ici avec un petit replat pour le couvercle. Et ici, vous voyez le négatif du coffrage. Donc l'individu inhumé est celle d'un guerrier. Il porte 2 fibules en fer, un bracelet en alliage cuivreux, une épée dans son fourreau, un ceinturon avec les chaînes de suspension en fer, un fer de lance et un bouclier doté d'un exceptionnel imbeau en alliage cuivreux. Vous voyez ici, qui se trouvait ici. Donc les objets en cours de restauration confirment une datation à l'Athènes C2. Des restes de tissus minéralisés sont visibles sur le bracelet. La chaîne et le fourreau d'épée sont bronzés, c'est-à-dire qu'ils possèdent une fine couche de bronze. Donc les restes de tissu sur le bracelet qui sont bien visibles, qui sont visibles. Donc le limbo très étroit, orné d'un bouton central proéminent, ne trouve pas de comparaison pour le moment, mais renvoie certainement des productions d'Europe de l'Est et notamment au style plastique de l'art celtique du 3e-2e siècle avant notre ère. Donc l'association d'un habitat rural à enclos et d'une tombe de guerrier en contexte de l'Athènes moyenne reste très rare. La constitution de ce corpus évoque une occupation du site par une aristocratie relativement aisée, mais relativement courte dans le temps. En fait, on sait que sur le PLA, sur un des premiers décapages, on a fouillé l'habitat de l'Athènes D1, D2, donc postérieur à cette occupation. Donc après un court hiatus, un enclos de 8 mètres de côté, situé entre la tombe de guerrier et l'occupation de l'Athènes moyenne, est attribué à la fin de l'Athènes D1, aux alentours du 1er siècle avant, et n'a livré aucune tombe centrale. Mais des éléments d'os et de céramique brûlés confirment une vocation funéraire de cet enclos. Donc ils ont été retrouvés dans les fossés de cet enclos. Donc 2 puits semblent contemporains de cet enclos. Il contenait du mobilier composé de faunes et de restes d'amphores, un probable témoin du banquet des funérailles. Donc au 1er siècle de notre ère, un chemin antique, mais probablement plus ancien, voire donc certainement proto, dès la fin de l'Athènes, est visible sur le plateau, donc ici, à la limite de la rupture de pente. Ce chemin perdure jusqu'à l'époque moderne. Il est visible sur les cartes napoléoniennes. Tout proche de la sépulture du guerrier, un cellier associé à un petit bâtiment sur sablière, 2 puits et quelques fosses montrent une petite occupation des lieux. Donc le bâtiment sur sablière est ici et la cave est ici, et les puits ici. Donc le paléovallon qui passe ici.
Donc le cellier de 2,60 m sur 2 mètres, profond de 0,60 m, possède une marche et des trous de poteaux dans les angles pour maintenir un coffrage en bois. Donc 2 états sont visibles, le premier sur le sol naturel et un second avec un sol composé de grès compacté, qui est ici. Et donc sur le fond du creusement, le premier état, il y avait encore des restes de céramique et des petites cupules au fond pour justement déposer les céramiques, pour les caler. Donc ici, c'est le dernier état complètement vidé, avec les calages de poteaux, et donc les parois qui se trouvaient ici, et la marche. Et donc l'enclos qui se trouve juste derrière. Donc de la fin du IIe siècle au VIe siècle, hormis du mobilier en céramique gallo-romaine ou mérovingienne, les espaces ne sont plus habités, mais sans doute fréquentés pour la culture ou pour les animaux avec des champs ou forêts. Donc il faudra attendre le 7e siècle pour retrouver des structures. Il s'agit d'une nécropole de 27 individus située entre l'autoroute A5, donc ici, et la départementale 445, à l'extrémité est de l'emprise des Capets. La taille de cette nécropole n'est donc pas connue. Donc elle a certainement dû, enfin on ne sait pas, mais l'autoroute a très bien pu retrouver les restes de la nécropole. Les individus sont installés en enfilade entre 2 fossés délimitant l'espace funéraire que vous voyez ici. Donc on dénombre 20 adultes matures et 7 jeunes. Donc les fossés et sépultures sont peu visibles et sont apparus sous l'horizon de terre végétale. Donc vous voyez un peu l'horizon, le terrain naturel, et ici. Donc c'est juste 30 cm de terre qui ont été décapés pour retrouver les traces des tombes. Donc vous voyez les enfilades, les fossés, les quelques tombes. On dénombre 20 adultes matures et 7 jeunes de moins de 15 ans. Les inhumés ont un état sanitaire normal pour l'époque. Leur habitat doit se trouver à l'extérieur du PLA. Une fouille sur l'A5, à une centaine de mètres, a livré un habitat du 9e, 11e siècle. Donc je suis désolé, par contre, j'ai été un peu vite. Je pensais que j'aurais tenu un petit peu plus longtemps. Donc je vais déjà être arrivé au bout de ma communication, qui n'a pas duré longtemps en fait. Donc je ne vous présenterai pas les centaines de chablis, les terriers, les anomalies du terrain, l'anthropisation du sol à l'aide de fossés dès le XVe siècle, les fosses de chevaux ou bovins du XVIIe siècle, les traces de vignes du XIXe siècle, parce que nous sommes sur les vignes neuves, donc ici il y avait énormément de traces de vignes, ni les centaines de drains plastiques des années 70, que vous voyez, ce maillage qui a traversé toutes les structures, tout le terrain. Voilà, il ne s'agit que d'un bref aperçu des premiers résultats des décapages 46 à 52 pour 12 mois de terrain, sur 3 ans. Il faudra une petite centaine de personnes, techniciens et spécialistes de chaque matériau et de leur période chronologique pour réaliser ce rapport d'opération. Donc je vous remercie de votre attention et je suis désolé d'avoir été aussi bref. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je pense qu'on peut... Est-ce que vous voulez que je revienne sur des points particuliers? En fouille ou en décapage? Ça représente 300 hectares sont diagnostiqués et pour l'instant on a décapé donc 55 hectares. Moi sur ma fouille, je suis sur 1 km de long et à peu près 350 mètres de large. Je ne sais pas si c'était votre question. Donc on a... C'est un peu long. Les fosses de chasse, en fait, c'était une prescription spécifique à ce creusement, à ce type de structure. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi peu d'habitat, on savait très bien qu'on allait trouver que des fosses de chasse.
Donc ça peut paraître assez ingrat puisque ça reste des fosses bien souvent stériles en mobilier, mais ça nous apprend beaucoup de choses sur l'occupation du sol. Voilà. Ça représente une occupation, oui. Depuis le début du néolithique ancien, donc voire dès le mésolithique, jusqu'à nos jours, en fait, le PLA a toujours été occupé. Avec, bon, il y a des petits hiatus, parce que, donc je vais essayer de revenir sur la première diapo. Donc en fait, voilà, ça c'est tous les décapages. On a du néolithique ancien, donc ici, ça c'était l'habitat VSG dont je vous parlais, qui est à 300 mètres. Il y a une occupation rubanée en bas, vraiment en bas. On a des nécropoles rubanées, des monuments type Passy, vraiment sur la partie haute toujours. On a les sépultures de l'Athènes ancienne qui sont bien connues, enfin, qui sont connues sur le PLA. Donc c'est des tombes à épée, des tombes à enclos, des tombes de guerriers. Et donc l'habitat de l'Athènes D est ici. Et il y a de l'Athènes ancienne également ici. En fait, on a une connaissance du terroir ici à 100 ans près, quoi. Et on a vraiment des secteurs, donc toute la zone que j'ai fouillée ici sur la partie haute, qui est vraiment vouée à une activité de chasse, au moins pendant 10 000 ans, enfin de la fin du Mésolithique au Néolithique, avec après certainement vraiment une zone de champs, de culture pour les périodes proto-historiques, donc l'âge du fer, premier et deuxième âge du fer. L'Antiquité se retrouve ici. Donc ce fameux chemin que vous avez vu rapidement, en fait, traverse tout le PLA, donc avec les nécropoles qui se mettent juste à côté. Et donc on a un petit habitat gallo-romain qui se trouve ici, avec une tombe à mausolée qui se trouve en contrebas. Pour le paléolithique, on avait déjà une hypothèse. On avait déjà trouvé une datation, on avait déjà daté du bois à 10 mètres de profondeur et on était à moins 50 000. Donc on ne peut pas dater plus en C14. 50 000, c'est vraiment la date ultime. Donc on se doutait on pouvait trouver du paléolithique vraiment sur la zone haute. Donc ça a été le cas, malheureusement on n'a pas pu fouiller parce que on n'a trouvé que des grosses pièces. Et en fait on aurait aimé trouver des petits amas de débitage, de la faune, pour pouvoir lancer une fouille un peu plus conséquente, enfin une fouille sur le paléolithique. Surtout que le décapage, il y avait juste 1 mètre à enlever et on se retrouvait sur le bon niveau. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Il y aura une étude carpologique qui a commencé, donc sur tous les silos qu'on a fouillés sur la zone de plateau, ils sont très riches en céréales. Donc pour le premier âge du fer et pour l'Athènes, on a vraiment des gros rejets de traitement des céréales. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait sur les zones d'habitat, on ne trouve pas forcément autant de graines que sur ces structures de stockage à l'écart des zones d'habitat. Ce qui indique sûrement un traitement sur place à côté des champs. Donc en fait les céréales sont d'abord grillées pour enlever et sont stockées. Et donc ce que vous voyez là, les rejets rubéfiés, ce sont certainement les activités de grillage des céréales. Et donc toutes les zones noires là, c'est les zones de charbon qui sont extrêmement riches en céréales. Et donc, bon, je ne l'ai pas dit, mais il y avait également une sépulture d'un enfant dans ce silo, dans le 2200. Vraiment un immature, moins d'1 an. Donc, oui, ça, c'est les très grandes fosses. On a peu de bâtiments vraiment avérés pour le premier âge du fer sur nos emprises de fouilles. On a quelques TP, mais on a du mal à dessiner des plans. Et c'est vraiment la période la plus représentée sur tout le PLA. Ils sont partout. Il y a toujours, surtout les 52 décapages, il y a toujours une fosse du premier âge du fer, du milieu du premier âge du fer. Donc c'est un terroir immense qui est
qui est cultivé, occupé. Et donc pour l'occupation de l'Athènes moyenne, en fait, on n'en avait pas encore retrouvé sur le PLA. C'est la première occupation vraiment fiable qu'on a pu retrouver sur le PLA. Pour l'instant, il était absent. C'était la seule période absente sur le PLA. Et le néolithique récent final également. Donc là, on commence vraiment à pouvoir réfléchir à plusieurs, par période chronologique, sur des occupations à 100 mètres et à 50 ans, quoi. Donc c'est assez rare de pouvoir traiter un paléosol comme ça. Donc, au détecteur à métaux, qui, je le rappelle, où on a besoin d'un arrêté de prescription pour s'en servir. C'est illégal. Donc c'est plus de 500 objets, ça représente des très belles collections de mobilier, ce qui est intéressant pour tous les spécialistes. Il y a très peu de sites qui ont donné autant de fibules de la période en France. Il y a le site de Lacoste, qui est du côté de Bordeaux, où eux, ils ont ouvert sur 10 mètres de large et 700 mètres de long. Ils ont trouvé 2500 objets de l'Athènes C. Donc c'était un tracé gazoduc. Donc mais ils ont une occupation un tout petit peu plus longue qui perdure jusqu'à l'Athènes D. Voilà. Vous avez d'autres questions? Donc ça a été très laborieux de traiter ce paléosol. Donc on l'a fait en juillet-août de 2020. Donc c'était assez dur, compact. Et oui, c'était assez... mais bon, au moins on a des résultats qui vaillent le coup, quoi. Donc on a beaucoup de mobilier céramique, beaucoup de faune. Donc c'est très intéressant pour la période. Et surtout, on ne connaissait pas l'Athènes moyenne sur le PLA. Donc ça a été un peu la surprise. Et donc cette tombe, en fait, elle est aussi assez surprenante, c'est qu'elle ne se trouve pas dans les secteurs à enclos de l'Athènes ancienne. Elle a été mise volontairement à l'extérieur, assez loin même des autres tombes. On n'a pas pu en trouver une autre. Bon, il n'est pas dit qu'il n'y en ait pas une autre ou que c'était une crémation, puisqu'on est quand même dans une phase où on fait l'inhumation et la crémation. Donc si c'est une crémation, elle a très bien pu être arasée par les labours et perdue. Et l'Umbo en bronze n'a pour l'instant aucune comparaison en France, voire en Europe. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Alors c'est du tissage de laine, voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore lancé les études. Et pour donc là, le ceinturon et l'épée, on va refaire une deuxième radio, puisque c'est pendant le nettoyage de la chaîne qu'on s'est aperçu que le restaurateur s'est aperçu qu'il a été bronzé. En fait, ça nous étonnait que l'individu porte un humbo aussi décoré et assez fin et n'ait aucun décor sur l'épée. Mais en fait, c'est certainement que toute la chaîne était bronzée, donc de couleur or. Et ça fait moins de... Enfin oui, c'est très fin comme décor et il faudra refaire une deuxième radio et vraiment nettoyer beaucoup plus... enfin, il le fait, mais ça va être très fin comme nettoyage. Et donc oui, là, les traces de tissu. Pour le néolithique, c'est ce qui est quand même très intéressant aussi, récent et final, donc je reviens en arrière. Donc c'est tous les points d'amas de silex. Donc là vous avez un point, mais en fait souvent c'est un sac avec c'est vraiment de l'amas de débitage. On a quelques amas de façonnage et d'affûtage, donc c'est des éclats très fins. Et donc c'est vraiment une chance de retrouver aussi sur ce type de vestiges, puisque d'habitude ils sont un peu dispersés par les labours également. Donc il y avait également un paléosol ici bien conservé.
Alors oui, en fait, c'est jamais anodin l'implantation de ce type de fosse. Donc comme ici vous avez la Seine dans la vallée et de l'autre côté vous avez le ruisseau de Savoie. Donc c'est vraiment sur une zone de passage d'animaux que se sont implantés ce type de vestiges. Toujours. Et toujours à l'écart suffisamment haut des points d'eau. Enfin, suffisamment haut. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la nappe phréatique, ne remonte rarement dans ce type de vestige. Parce qu'un trou d'eau, un animal le sent et ne va pas tomber dedans. Enfin, il y a toujours des accidents, mais en général, on les met vraiment à l'abri pour pas que la nappe phréatique remonte à l'intérieur. Donc là, oui, c'est une représentation d'un site allemande, d'un cerf qui est piégé. Mais on a déjà retrouvé des cerfs en Champagne, de l'auroch, du chevreuil adulte. Enfin, quand je dis ce ne sont que des pièces, puisqu'évidemment ils ont été ramassés et mangés. Ce sont que vraiment des éléments de faune, une patte, une côte, mais bon, l'animal n'est pas complet, il a été récupéré. Et donc sur cette photo, vous voyez un horizon charbonneux qui correspond, qu'on a retrouvé dans plusieurs fosses, et en fait qui se serait produit entre 3006 et 3900 avant notre ère. Donc est-ce que c'est déjà... Donc les fosses sont déjà comblées, et on a probablement un écobuage en fait. Donc ils ont brûlé, à la fin du néolithique moyen, ils ont brûlé le terrain, et donc on retrouve cet horizon charbonneux un petit peu partout. Pas partout justement, sur quelques fosses, dans un secteur bien particulier. Donc il y a certainement un nettoyage du terrain par le feu avant une mise en culture du terrain. Et donc ce type de fosse là, donc avec le mobilier abondant, nous pose quand même beaucoup de questions parce que la quantité d'hématite dans une fosse, loin d'un habitat, dans une zone vouée plutôt à une activité de chasse, pose question. Voilà, on se demande s'il n'y a pas un rituel derrière. Donc la sépulture collective est aussi assez impressionnante. Surtout qu'on a une nécropole qui est contemporaine de cette tombe sur le PLA. C'est la 3e sépulture collective sur le PLA. C'est une forme de mini-hypogée, oui. Donc avec toujours une entrée, donc la céramique était ici, et en fait sur ce type de fosse, qui est moins parlant que l'hypogée de Saint-Mémy, donc il y en a beaucoup en Champagne aussi, des petites fosses contenant 5-6 individus. Et il y a toujours un espace vide pour pouvoir descendre et déposer les individus. Voilà. C'est caractéristique, oui, d'un dépôt. Ils n'ont pas été rejetés. Ce sont toujours... Ça, c'est donc un petit peu partout où on a trouvé en Champagne des fosses de chasse. Et donc, dans le secteur de Buchères, c'est la 4e. Donc, il y en a 3. Et là, il y a une 4e à Bréviand, qui n'est pas très loin. Non, il n'y en a pas autant. En national, on est à 16 fosses. 16 sépultures dans des fosses de chasse. Et on en a 7 en Champagne. Plus un crâne et un humérus humain. Oui, un peu plus. Et disons comme on documente beaucoup ce type de fosse en Champagne, on a aussi on est susceptible d'en trouver plus. Parce qu'on ne les fouille pas toujours, on fouille pas toujours ce type de vestiges en France.
pour l'âge du fer, c'est une religion, enfin, oui, c'est une culture de déposer avec certainement, oui, une idée de d'honorer la terre, de déposer un individu, parce qu'ils ne sont pas tous jetés. On les a choisis, c'est pas. Et pour le néolithique, donc on commence seulement à en découvrir, à se poser la question. Il y a certainement aussi un côté croyance pour déposer des individus dans une zone de chasse, donc dans des secteurs voués à la chasse. Il y a certainement une croyance derrière ce phénomène, et qui a le pic aux alentours de 3005. On a des cas particuliers, donc là c'est l'oisy-sur-Marne d'un individu, mais il est déposé donc sur le ventre, donc il a déjà pas une... Et lui est néolithique ancien, et donc pareil, il y a une nécropole néolithique ancien à 500 mètres. Donc je vois pas, enfin, il y a une volonté d'isoler l'individu, mais toujours de lui conserver, de lui réserver des funérailles comme un individu normal, mais mis ailleurs, mis à part. Alors oui, sûrement. Oui, on est bien dans une continuité de la position centrale de Troie, avec les Sénons, toutes les tribus alentours. Donc pour la fin, enfin pour la tombe de Lavaux, oui. Hormis, bon, on n'est pas dans la même richesse d'objets, mais oui, Troie conserve un rôle central dans des échanges à longue distance. Bien, merci pour votre attention. Donc nous allons clore maintenant cette première conférence. Je vous invite à continuer à suivre le site du conférence pour les journées européennes de l'archéologie. Et donc je vous donne rendez-vous au même lieu, Théâtre de Saint-Dizier, à 18h30, ou bien en live sur Facebook, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, pour une conférence d'un autre sujet portant sur le dépôt métallique découvert à Roche-Bettencourt, conférence présentée par Michel Kasprick, archéologue à l'INRAP. Je vous souhaite une bonne soirée.